J'ai un rêve. Celui qu'on n'ait plus jamais honte de dire qu'on a fait faillite. J'ai parfois l'impression que la faillite, le dépôt de bilan, c'est un peu comme la dépression nerveuse. On n'en parle pas. On n'ose pas en parler. De peur que le regard des autres, qu'ils jettent sur nous, sur notre valeur, soit profondément dégradé. Par contre, dès qu'on commence à en parler autour de soi, c'est étonnant de voir que les langues se délient, que les témoignages remontent, comme si les entravés se libéraient. Je pense qu'on est en face d'un tabou. Alors je monte actuellement une structure qui va s'attaquer à ce problème et qui va aider les entrepreneurs qui ont fait faillite, qui ont déposé le bilan, d'abord à être réparés, et on va les réparer pour qu'ils repartent dans une nouvelle aventure entrepreneuriale. Dans mon rêve, il y a aussi autre chose, c'est que le regard sur l'échec, le regard sur la faute évolue. Et que plutôt que de traumatiser ceux qui tentent et qui échouent, nous traumatisions notre conformisme et nos préjugés. Parce que l'enjeu humain, social et économique est absolument considérable. 60 000. Il y a tous les ans, en France, année après année, 60 000 entreprises qui déposent le bilan. J'ai évidemment été un de ces 60 000. Et c'est pour ça que je me sens aussi concerné. Notez au passage que 60 000 entreprises, à raison de 5 emplois par entreprise, ça représente 300 000 emplois. Vous faites ça pendant 10 ans, parce que tous les ans il en tombe 60 000, ça représente un enjeu que j'estime personnellement à 3 millions d'emplois. On est donc en train de parler d'un phénomène considérable. Rebondir, rebond, c'est l'obsession, c'est le projet de cette structure que nous montons, c'est comment effectivement réparer ces entrepreneurs une fois que leur entreprise a été liquidée au tribunal de commerce, on n'a plus le droit d'y toucher. C'est donc d'aller sauver l'entrepreneur et le chef d'entreprise, qui en général en est l'âme, et de sauver derrière lui son expertise et son talent. Alors, certains m'ont dit, c'est pas notre problème. C'est pas le problème de la collectivité, finalement, de s'occuper des entrepreneurs qui sont tombés. Que d'ailleurs, ceux qui réussissent très bien ne s'occupent pas toujours de la collectivité. Et que ces entrepreneurs, ils vont être recyclés dans la grande machinerie économique et qu'on n'a pas besoin de s'en soucier. C'est probablement une des raisons pour laquelle ces 60 000 faillites se font dans un silence total. On m'a même dit, tu sais, si c'est des vrais entrepreneurs, d'abord, ils ont besoin de personne. Et deuxièmement, si c'est des vrais entrepreneurs et pas des faux, ils vont rebondir tout seuls. Il n'y a surtout pas besoin de s'en occuper. Et on peut lire, on peut justifier cette distance que j'ai entendue, pas toujours, mais je l'ai entendue, au nom d'un libéralisme classique, non interventionniste. Oui, mais là, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre d'entendre depuis 40 ans que la France n'a pas d'entrepreneurs, que la France n'a pas de PME, que ces PME d'ailleurs ne sont pas assez audacieuses et innovantes, et que c'est une des raisons principales du manque de compétitivité économique de la France. Et par voie de conséquence, de la vague de chômage chronique très lourde qui nous affecte. Alors, j'ai voulu faire quelque chose. Et je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de faire quelque chose. Alors j'en ai eu marre aussi, et ça m'a mis la puce à l'oreille, de voir tous ces étudiants dans les écoles de commerce en particulier, où j'interviens parfois, je les ai fait parler de leurs rêves, de leurs projections, comment ils se voyaient.
Et j'ai été étonné de les voir presque toujours me dire ben, dans un conseil d'administration du CAC 40. Alors, ils ne le disent pas comme ça tout de suite, ils disent « je veux rentrer chez L'Oréal ». Mais j'ai bien vu ce qu'ils avaient en tête. Et je me suis dit, mais finalement, oui, s'ils sont comme ça, c'est parce qu'on les a probablement conformés comme ça. C'est parce qu'on leur a dit, la réussite, c'est ça. La PME, l'entreprise, acquérir, se lancer. Non, l'élite des associations d'anciens élèves ne leur dit pas ça. Et donc, je me suis dit, là aussi, il faut vraiment faire quelque chose. On ne peut plus rester comme ça. Parce que des entrepreneurs, on en a tout un réservoir. 60 000. Alors, plutôt que d'essayer de convaincre des hommes et des femmes qui n'ont pas envie, qui ont peur, et c'est normal de lancer leur petit bateau personnel sur l'océan des affaires, c'est inquiétant. Ce serait beaucoup plus efficace d'aller prendre ceux qui ont déjà tenté une fois l'aventure, qui ont dépassé le mythe, quitte à ce qu'ils aient échoué, pour qu'ils redémarrent une nouvelle aventure entrepreneuriale. Alors, là, on tombe sur un autre problème. C'est qu'après un échec tel qu'une faillite, un dépôt de bilan, l'entrepreneur, le chef d'entreprise, homme ou femme, il est anéanti. Il est dévasté. Il vient de lui arriver un triple traumatisme. Et en plus, simultané. Traumatisme personnel, traumatisme financier, traumatisme professionnel. Traumatisme personnel parce que, je pense que même si vous n'avez pas lancé votre entreprise, vous le comprenez très bien, un rêve, une motivation centrale, même une structure fondamentale de son être, s'est effondrée. Tout ça est parti brutalement avec la disparition de son entreprise. Mais il y a pire. En fait, il est assailli par je pense, un sentiment très pernicieux, la honte. La honte de s'être trompé, comme le mauvais élève à l'école, et la honte d'avoir trompé ceux qui lui ont fait confiance. Et en premier lieu, ses collaborateurs. En second, ses actionnaires, parce que quand même ils lui ont mis de l'argent. Et en troisième lieu même, ses clients. Alors, perte de vitalité, partie avec l'effondrement de la structure. Honte et culpabilité, vous avez là l'enjeu essentiel auquel il faut se confronter et qu'il faut traiter, et le socle de toute reconstruction ultérieure. Tant que ce socle personnel n'est pas reconstruit, je crois que ce n'est même pas la peine d'essayer de tenter de reconstruire une aventure professionnelle. Le deuxième choc, il est financier. Le chef d'entreprise, l'entrepreneur, a mis en général beaucoup, voire toutes ses économies dans l'entreprise. Et puis en plus, au moment où il a vu qu'elle commençait à flancher, il est allé, comme on dit, racler les fonds de tiroir. Ça, je le vois presque toujours. En plus, il était mandataire social, sans rentrer dans la cuisine française, ça veut dire donc pas de couverture chômage, pas d'ACDIC, donc 0 € sur son compte en banque une fois le tribunal de commerce passé. Et en général, il ne s'est pas payé une assurance privée de chef d'entreprise parce qu'au début, il a lancé son entreprise, il se disait que ça allait marcher. Et puis, il n'avait pas trop les moyens de se la payer. Il est donc ruiné. Mais il n'est pas que ruiné, il est marqué. Parce qu'en France, quand vous déposez le bilan, vous faites faillite, eh bien, il y a un indicateur de la Banque de France qui est émise et qui circule à travers tout le réseau bancaire. Et entre nous, ce 0,40, il veut dire simplement alerte, alerte. Ce monsieur, cette dame est certainement sympathique, mais enfin, il est dangereux. Donc, si la banque où vous voulez ouvrir un nouveau compte professionnel tape sur son clavier, elle voit, oula, ça clignote. Non, monsieur, on ne va pas vous ouvrir de compte bancaire professionnel. Ce qui est très embêtant, et je l'ai personnellement vécu. C'est assez désagréable. Troisième traumatisme, et là, je l'appelle professionnel, je me demande si on ne devrait pas l'appeler sociétal. L'entrepreneur, homme ou femme, qui a fait faillite, qui a déposé le bilan, est vu
en France comme un loser, un mauvais. Et encore, mes mots sont faibles. Je vous propose un jour de vous amuser à mettre sur votre CV à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, j'ai lancé ma boîte, faillite, dépôt de bilan. Vous allez voir la tête des employeurs en face de vous. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles on n'en parle pas beaucoup. J'ai eu la chance de travailler souvent aux États-Unis, et comme tous ceux, je suis sûr dans la salle, qui sont allés aux États-Unis et qui y ont travaillé, ils ont été frappés, mais c'est frappant en fait, tout de suite, par le regard aux États-Unis qu'on a sur l'échec entrepreneurial. C'est l'inverse du nôtre. Nous, on est un loser. Là-bas, ils disent « Ah non, le gars, il a tenté des choses. » C'est un atout. Chez nous, non. Donc, c'est culturel. C'est pas technique. Et aux États-Unis, je me suis dit « Mais tiens, c'est frappant, on utilise énormément les métaphores sportives. À tout bout de champ. Mais dans la métaphore sportive, il y a beaucoup, beaucoup de leçons sur l'échec. Il y a tout petit dans les écoles déjà l'idée que, au-delà du fait qu'on leur dit « you're the best », que tenter, c'est échouer. Et que c'est la succession des échecs et la ténacité de les traverser qui va nourrir les succès futurs. Et ça, on le sait très tôt. Et les success stories à l'américaine ne font qu'amplifier ce type de démonstration. On adore les gens qui ont réussi et qui sont partis de rien, du néant. On adore ça dans ce pays. Mais comme les cycles d'échecs et de réussite sont en train de s'accélérer, qu'on va vivre plusieurs vies professionnelles dans une seule vie maintenant, on adore ceux qui sont montés, qui se sont écroulés et qui sont repartis. Aujourd'hui, c'est en train d'inspirer effectivement les mentalités. Et les États-Unis, en plus, ont mis au point quelque chose d'assez formidable, c'est que dans ce pays ultra-libéral, le moment où l'État intervient, c'est le moment des faillites et des dépôts de bilan. C'est, pour ceux qui connaissent ce terme, Chapter 11. On protège l'entreprise qui a déposé le bilan, parce qu'on sait que c'est précieux. Alors, dans mon cas personnel, dans le cas personnel de ma faillite, moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai d'abord eu la chance d'avoir à mes côtés une femme merveilleuse, mais surtout merveilleusement compréhensible. J'ai eu de la chance, elle fait du coaching. Donc des problématiques professionnelles, elle vit ça tous les jours. La deuxième chose qui m'a considérablement aidé, et je suis sûr que vous comprendrez ce que ça veut dire, c'est que mes clients, ceux que je connaissais depuis 15 ans, ils ont continué à me faire confiance. Et je leur ai avoué ma faillite. Il y en a qui me disaient « le dis pas, t'as qu'à dire que t'as arrêté ton entreprise, enfin bon, ils sont pas censés savoir. » Et je dis « non, je peux pas. C'est peut-être naïf, mais je peux pas le cacher. J'ai besoin de leur dire. Et puis si je leur dis pas, je ne pourrai pas vivre avec eux, et puis si je leur dis qu'ils comprennent pas, de toute façon, c'est pas grave, on ne pourra pas bosser longtemps. » Mais j'ai en plus eu une autre chance, c'est qu'ils m'ont donné des missions de conseil. Ça, j'ai dit, chapeau. Bon. Pour redonner de la confiance à un individu, c'est quand même pas mal. Et puis, troisième chance, j'ai croisé la route d'une psychothérapeute, et elle m'a aidé à faire un chemin considérable. En fait, elle m'a fait retracer dans ma vie tous les succès de ma vie. Mais une chronologie. Elle m'a dit, allez, on écrit. C'était quand, comment. Et puis elle m'a fait tracer aussi, sur un bout de papier, tous les échecs de ma vie. Les désastres, les souffrances que j'avais vécues. Et elle a voulu me faire comprendre par là que mes succès, elle y est arrivée, s'étaient nourris d'une énergie puisée dans les échecs. Mais une énergie considérable. Mais je ne l'avais jamais compris. Et elle m'a dit, votre faillite, ça sera pareil. En fait, c'est dur à comprendre tout de suite, là. Parce que là, effectivement, je n'étais pas en très bon état. Mais croyez-moi, et puis on va le travailler, vous allez y trouver effectivement un ressort formidable. Je me suis dit, je pense qu'elle exagère. Elle a eu raison. En fait, elle m'a fait comprendre aussi que c'était une chance.
que c'était en fait là que j'allais trouver le moteur de mon développement, le tremplin de ma reconquête. Et je me suis dit, mais il y en a combien, parmi les 60 000, des entrepreneurs qui ont ma chance? Ma femme, ma femme je la garde, mais mes clients et ma psychothérapeute. Et je me suis dit que, d'accord, je n'allais pas leur donner ma femme à psychothérapeute, mais je pouvais peut-être modestement leur apporter mon expérience et les conditions, finalement, dans lesquelles j'ai été et qui m'ont permis cette reconquête. Et donc, j'ai décidé, avec un grand professionnel du coaching et un grand professionnel du droit, de monter une structure, en l'occurrence une structure associative, pour justement aider individuellement et de manière aussi professionnelle que moi, ce que j'ai reçu, ces hommes, ces femmes, individuellement à nouveau, à se reconstruire, à être réparés, pour après pouvoir rebondir et se relancer dans une aventure entrepreneuriale. Nous voudrions qu'au-delà de ce rêve, au-delà de ce projet, finalement la société jette un nouveau regard sur l'échec, je l'ai dit, mais que finalement l'individu comprenne, nous comprenions tous, que pour progresser, nous avons besoin d'échouer. Et que c'est à travers ces échecs que nous allons construire nos succès, et que donc l'accepter, l'intégrer et l'avouer est un atout considérable. Dans notre vie personnelle, depuis qu'on vit nos couples par amour, on accepte, ça y est, je crois que c'est fait, l'échec sentimental, l'échec matrimonial. Depuis qu'on est ambitieux pour notre éducation, la nôtre, celle de nos enfants, nous acceptons l'échec scolaire universitaire. Je rêve d'une société, d'un monde qui va accepter aussi l'échec entrepreneurial de la même manière. Et je pense qu'on aura là franchi une barrière considérable dans la capacité des individus à devenir des adultes épanouis. Mais croyez-moi, on aura aussi libéré dans l'économie des énergies considérables qui, jusqu'alors, étaient stérilisées. Merci.